Bonjour à tous, à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, ravi de vous accueillir. Alors, malheureusement pas en présentiel, mais peut-être que finalement c'est plus facile pour tout le monde. Voilà, on a eu, vous savez on avait lancé le comité régional Invest il y a un an maintenant, et donc on s'est dit qu'il fallait qu'on continue à garder à minima ce rythme-là. Et donc, au niveau de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, on a voulu travailler avec EY pour travailler notamment dans le contexte actuel de la post-Covid, et puis de la situation économique là qui s'annonce pas simple à la rentrée, de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour développer l'attractivité des territoires. C'est quelque chose sur lequel on s'était déjà engagé l'année dernière. On a fait quelques actions ensemble, et on peut certainement aller plus profond dans cette direction-là. Et donc voilà, c'est un peu la dynamique qu'on voulait lancer avec ce webinaire. Donc je vous remercie beaucoup là, de votre participation, et j'en profite aussi pour remercier EY et Adrien Niviolier de la société Biose pour les témoignages qui vont nous faire. Moi, je vous dis juste un mot sur l'agence, au cas où vous ne soyez pas trop qui nous sommes. Donc, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, on est l'agence de développement économique régionale. On existe depuis 3 ans maintenant. Et outre la mission Invest Attractivité, qui est celle qui nous réunit aujourd'hui, on a 4 autres missions qui sont en lien en fait avec les différentes problématiques que peuvent rencontrer un chef d'entreprise, sachant que notre cible est l'industrie et services à l'industrie. Donc on est sur une cible de TPE, PME de ces secteurs-là, c'est-à-dire à peu près 20-25 000 entreprises sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais 20-25 000 entreprises qui ont un poids économique très important, puisque vous savez que la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la première région industrielle française avec 500 000 emplois. Alors, nos 4 autres missions, c'est quoi? C'est pour faire un peu le lien avec l'attractivité, c'est l'international, donc le développement des marchés des entreprises à l'export. Et aussi dans ce métier-là, on a mis une dimension Europe qu'il faut entendre comme l'accès au financement européen. Et là, on a une expertise au sein de l'agence que je revendique pour le coup, pour vous accompagner les entreprises dans la recherche de financement européen. Et puis là, dans la période actuelle, avec tout ce qui est en train de se décider entre la fin d'Horizon 2020 et le Green Deal, on a des choses à aller chercher. Et alors évidemment, c'est pas pour n'importe quelle entreprise. Il faut quand même une certaine taille, parce que ça reste complexe, l'accès à ces financements européens, mais il y a un effet de levier extrêmement important. Les autres missions, c'est l'innovation, développer vos projets d'innovation. Donc on travaille bien sûr étroitement avec les pôles de compétitivité en particulier. Nous avons également un métier qui concerne, on va dire, les ressources humaines. Donc on est assez modeste sur cette dimension-là, mais en gros, c'est l'idée d'aider les entreprises à répondre à leurs besoins en salariés. Il y a beaucoup notamment dans le secteur industriel, de pénurie de postes. Voilà, les entreprises ont du mal à recruter. Voilà, on travaille avec là aussi, c'est l'autre ADN de l'agence, outre l'industrie, c'est de travailler, de
en bonne intelligence avec tout l'écosystème du développement économique. On aime bien employer le terme de fédérer, hein, voilà, on travaille en équipe et donc là, en l'occurrence, sur des sujets comme cela, on travaille avec l'APEC, on travaille avec Pôle emploi, voilà. Et la dernière mission, c'est le développement économique, voilà, tous les sujets liés à des problématiques d'investissement, des problématiques de levée de fonds, même des problématiques de reprise ou d'entreprise. Voilà, c'est des sujets qu'on peut regarder au cas par cas. Voilà, donc les 4 métiers, je le répète, DevEco, Innovation, International Europe, RH, et puis le 5e, c'est l'Invest. Et donc, dans l'organisation que nous avons, nous sommes 130, répartis sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on a des antennes sur tous vos territoires, normalement, a priori, la plupart du temps dans les chefs-lieux de département. Et dans l'organisation qu'on a mise en place il y a 3 ans, un certain nombre de mes responsables d'antenne sont aussi responsables d'un des métiers de l'agence. Et donc, pour le cas qui nous occupe sur l'Invest, Sonia François est responsable de l'antenne du Puy-de-Dôme, mais aussi responsable du métier Invest. Voilà. Je vais pas être beaucoup plus longue. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur l'agence, si jamais il y a des choses n'étaient pas claires. Sonia, je te laisse la parole pour prendre la suite. D'accord, merci. Bonjour à tous. Oui, comme le précisait Cécilia, moi je suis donc responsable au sein de l'agence de cette mission Invest. Cette mission Invest, elle s'articule en fait autour de 3 métiers, on va dire 3 grands métiers: le marketing territorial, la prospection d'entreprises et l'accueil de ces entreprises sur le territoire, sachant que la finalité de notre mission, évidemment, l'objectif, c'est de faire venir de nouvelles entreprises sur le territoire. Donc c'est une mission, vous le savez, qui est une mission partenariale, c'est une mission que nous engageons, que nous travaillons au quotidien donc avec vous, avec les territoires, que ce soit sur le marketing, la prospection ou l'accueil. Et donc pour l'an passé, pour renforcer ces liens, on avait donc initié, comme le précisait Cécilia tout à l'heure, un comité régional Invest, et à cette occasion, il avait eu lieu à Lyon en juin dernier, il y a juste un an. Donc l'objectif, c'était, on vous avait présenté à la fois le bilan des investissements directs étrangers et on vous avait présenté notre stratégie. On s'était donné rendez-vous un an après. Un an après, évidemment, on ne peut pas le faire en présentiel. On a opté pour la formule webinaire avec évidemment un sujet d'actualité. Quelle attractivité pour les territoires demain? Cécilia en parlait suite à la crise sanitaire et économique que nous traversons. Mais on s'est dit également que très certainement la formule webinaire, au-delà de cette réunion d'aujourd'hui, on pouvait peut-être le faire en récurrent, parce que ça nous permettrait peut-être de nous mobiliser plus facilement. La région est grande, donc se retrouver en présentiel à un même endroit, c'est pas si évident. Donc on en parlera à la fin, mais on voudrait vous présenter et vous proposer de faire ces rendez-vous de l'attractivité de façon récurrente, peut-être une fois par trimestre, sur un thème qu'on aura choisi. On en reparlera tout à l'heure. Voilà. On a choisi pour nous accompagner sur ces webinaires, donc la société Ernst & Young que vous connaissez et qui est spécialisée sur les thèmes liés à l'attractivité. Voilà, je vais leur laisser la parole tout de suite. Peut-être juste vous faire un point sur je vous parlais du bilan. Le bilan 2019 des investissements étrangers, donc qui concourt à l'attractivité en fait de la France pour la région Aura. On reste en 2e position après l'Île-de-France, donc on est très bien positionné. On a un nombre de projets qui est grandissant. On est à 180 projets de décision d'investissement et d'extension d'entreprise sur l'année 2019. Ça, c'est positif, ça concourt et ça montre bien la dynamique de la région. En revanche, on est un peu plus bas en nombre d'emplois pour une raison simple, c'est qu'on a eu cette année 2019 moins de projets recensés d'extension d'entreprises à capitaux étrangers implantés sur le territoire. Voilà, donc c'est plutôt un bilan qui concourt à une dynamique, mais avec ce bémol sur la baisse d'emploi qui est lié essentiellement à ça. Alors, ça va faire d'ailleurs partie d'un des axes de développement
et pour notre stratégie à venir, c'est-à-dire de veiller davantage ces entreprises à capitaux étrangers qui sont sur le territoire. On en a recensé à peu près 4400 qui sont des entreprises uniquement sur le service industrie et industrie. Et donc, un des objectifs, en effet, pour l'année à venir et pour la rentrée, c'est de nous appliquer peut-être à les suivre davantage, à la fois sur ces aspects d'investissement et d'emploi, mais également peut-être malheureusement dans certains cas de pérennité des sites liés à la crise économique. Voilà. Je vous laisse la parole, Marc et Nicolas, qui vont vous présenter donc le déroulé du webinaire. Bien, bonjour à tous. On est très heureux d'animer aujourd'hui ce webinaire aux côtés de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Et l'objectif de cette première séquence, c'est bien de poser le cadre dans lequel vont s'organiser les investissements étrangers ou nationaux sur vos territoires. Et comme vous le savez, depuis un peu plus de 15 ans maintenant, EY publie chaque année le baromètre de l'attractivité de la France. Et l'édition 2020 avait une coloration un peu singulière, compte tenu du contexte de crise qu'on a connu. Et on a publié aussi un certain nombre d'études qui venaient en résonance de ces événements. Donc ce webinaire, c'est aussi l'occasion d'amener quelques pistes de réflexion pour vous, les territoires, qui finalement constituaient le terrain de jeu des investisseurs et qui vont contribuer à l'attractivité de la France. Donc, je suis Nicolas Sielanzik, directeur de mission chez EY au sein des équipes attractivité, et je vais co-animer et modérer cette session. Pour m'accompagner tout au long de la séquence, je vais pouvoir accueillir donc Marc Lermite, qui est associé chez EY, qui est responsable du programme Attractivité France et qui est le rédacteur et l'animateur de ce baromètre de l'attractivité de la France. On aura aussi Adrien Nivoliez, qui est CEO de Bios Industries, et Mourad Ader, qui est directeur de l'économie pour Valence Romand Agglomération. Donc, on va pouvoir structurer ce webinaire en 3 grandes séquences. Une première qui va poser la question suivante, c'est où étions-nous avant la crise, dans quelle situation nous nous trouvions sur le plan des investissements. Donc là, on fera un retour sur l'excellente année 2019, des premiers éléments de bilan. Une seconde sur qu'est-ce qu'on observe en ce moment, et là, on va pouvoir faire la lumière sur les quelques débats qui agitent en ce moment à la fois les COMEX des entreprises, quelle que soit la taille, mais aussi les territoires qui constituent l'offre. Et puis une troisième séquence sur les leçons qu'on va pouvoir en tirer, nous, territoires, et on va tenter de dessiner un peu le profil du territoire attractif de demain avec les chantiers qui vous attendent pour muscler vos attractivités. On rappelle juste quelques règles. Donc vous avez la possibilité de poser des questions dans le bandeau à droite en activant la possibilité de le faire dans le bandeau que vous avez en horizontal en bas de votre écran. On modérera ces questions et on les utilisera pour le jeu de questions-réponses à la fin du webinaire. Et puis à la fin du webcast aussi, on vous proposera un petit sondage. Donc préparez vos smartphones pas trop loin pour pouvoir contribuer à ce sondage. L'idée sera de trouver des pistes de thématiques pour les prochains webinaires qu'on pourrait organiser. Donc sans plus attendre, on va démarrer par la première séquence sur où est-ce que nous étions avant la crise. Et Marc, peux-tu nous faire justement un retour sur cette autre époque qui est celle de l'avant-crise, qui nous paraît déjà très loin, et nous rappeler les bons scores enregistrés et les bons résultats. Oui, merci à Cécilia, Sonia, de nous accueillir dans ce premier webinaire l'attractivité. Donc, on est ravis de s'y associer, d'aussi écouter, de vous entendre sur les problématiques de la région, des territoires, et de ne pas vous asséner toutes nos certitudes, parce que elles ne sont pas aussi stables que possible et que souhaité. Mais ce que je voulais vous livrer, c'est pas pour faire un retour trop rétroviseur, trop passé obsolète, mais parce que il nous semble que les résultats des 2-3 dernières années donnent quelques indications sur ce qu'il faudrait conserver dans notre
recettes d'attractivité, de compétitivité pour les 3-4 années à venir. Et il me semble d'ailleurs qu'au niveau national, à Bercy, et au niveau territorial, dans un certain nombre de grandes régions et métropoles, cette conscience que la France a fait un grand parcours, que vous voyez là sur ce schéma, je pense bien connu de la plupart d'entre vous, qui affiche le nombre d'investissements accueillis par les 3 premiers pays, première destination d'investissement étranger en Europe, qui à L3 représente 50% du total. Donc c'est d'abord une course entre ces 3 leaders. Et ces 3-4 dernières années de redressement de l'attractivité de la France, qui sont dues au redressement de sa compétitivité, et puis une certaine stabilité dans finalement les règles du jeu proposées aux entreprises à capitaux étrangers. C'est important, parce qu'elles ont besoin de projeter des business plans sur le long terme, mais aussi les entreprises françaises, qu'elles soient groupes, ETI, PME. Réforme du droit du travail, annonce de la réduction de la fiscalité, notamment de l'impôt sur les sociétés, maintien aussi de tout ce que la France avait depuis un peu plus longtemps déjà commencé à faire sur les investissements technologiques autour du crédit d'impôt recherche, de la French Tech. Donc tout ça, ça produit son effet en 2019 et encore une fois, sans regarder trop ce qui se passait il y a un peu plus de 6 mois, au bilan que vous avez présenté, que Sonia a rappelé tout à l'heure, je pense que le principal message qui, me semble-t-il, est entendu de la part des pouvoirs publics aujourd'hui, Bruno Le Maire faisait encore référence dans une interview ce matin sur les impôts de production, sur les priorités de cette séquence qui s'ouvre avec le nouveau gouvernement, c'est de proposer un horizon stable pour les entreprises qui nous regardent, et on va en parler dans quelques instants, en train de faire de très intenses arbitrages sur leurs investissements, la pause dans leurs investissements, voire des désinvestissements, et on y reviendra. Ça, c'est la première photographie. Deuxième photographie, c'est évidemment ce qui s'est passé autour des mois de mars à mai, première séquence de la crise, on peut appeler ça la séquence d'urgence, évidemment marquée par le confinement. Ce qui nous a intéressé au niveau européen, c'est de regarder parmi ces 1200 projets annoncés en France en 2019, finalement, combien reste actif, combien reste vivant, si je peux utiliser cette expression. Et là, à notre surprise, même si ce chiffre est un petit peu plus bas que celui que Business France a recalculé par ses moyens, d'ailleurs un peu plus précis que les nôtres, sur la France, en vous interrogeant d'ailleurs, en interrogeant leurs correspondants, c'est que les 2 tiers de ces 1200 projets, à peu près 800, restaient tout à fait actifs, ouverts, en cours d'ouverture, voire totalement confirmés. Alors, c'est 2 remarques. Il est sans doute évident qu'un certain nombre, au fur et à mesure où on s'avance dans des effets peut-être inattendus ou un peu plus graves de la crise économique qui suit la crise sanitaire, dans la mesure où les marchés je dirais, se réveillent ou se relancent de manière très différente selon les secteurs, avec, on va dire, de bonnes surprises sur la consommation locale et sur les produits de grande consommation qui ne se sont pas vraiment arrêtés pendant la crise. Et puis, on le voit, un effet retard et très, très difficile dans l'ensemble de la chaîne de valeur sur l'aéronautique, l'automobile, le tourisme et quelques autres secteurs très industriels. Mais au total, à peu près les 2 tiers sont confirmés, soumis peut-être à révision d'ouverture, peut-être de plans d'investissement, de délais d'investissement. Et deuxième enseignement qui nous a énormément intéressé, qui est un des grands messages du baromètre attractivité qu'on a présenté fin mai, début juin, c'est qu'il n'y a pas de différence française. Le confinement a été très fort en France. On voit pour l'instant qu'il n'y a pas de reconfinement à l'exception de quelques clusters. On voit qu'il y a des reconfinements et finalement une résurgence de crise sanitaire dont on ne peut absolument pas évidemment se réjouir entre guillemets chez nos voisins et concurrents, parce que c'est évidemment un drame pour les populations et évidemment pour les acteurs publics qui ont à gérer ça. Mais il n'y a pas de différence française sur la confirmation et en tout cas le premier arbitrage d'urgence qu'ont fait les entreprises, et notamment les entreprises à capitaux étrangers, qui sont notre focus dans cette étude, au moment de la crise. Je dirais pas de jugement plus sévère de la gestion de la crise sanitaire, pas de jugement plus sévère non plus de ce qui est un fait, c'est-à-dire que le PIB français va probablement se réduire d'environ 10%, un peu plus selon les observateurs internationaux, un peu moins selon
j'allais dire la police, selon les acteurs publics et l'État français, autour de 10% pour l'année 2020 par rapport à 2019. Donc c'est un des plus grosses réductions en Europe, mais pour l'instant, d'après ce que nous savons et de ce que nous observons par rapport à nos contacts avec nos clients, encore une fois groupes et PME, c'est qu'il n'y a pas de différence française et que finalement on est un peu tous sur la même ligne de départ dans cette compétition de la relance qui s'ouvre aujourd'hui et qui va là complètement marquer les mois et peut-être les 12-18 prochains mois dans la compétition, la concurrence pour attirer et retenir les entreprises à capitaux étrangers. 4000 en Rhône-Alpes, à peu près en Auvergne-Rhône-Alpes, pardon, à peu près un peu plus de 20 000 en France, c'est plus de 2 millions d'emplois, 35% de nos exportations. Donc, c'est très important de se préoccuper de ces nouvelles entreprises qui pourraient venir ou celles qui vont réinvestir en France. Il y en a, moins que l'année prochaine, moins que l'année dernière, on va le voir dans quelques instants. Il y a aussi la nécessité, bien sûr, de rassurer, de donner des signes de confiance, de stabilité, je le disais, à celles qui sont aujourd'hui implantées, d'être en contact permanent de proximité avec toutes celles-là. On va avancer un peu dans les quelques pages qui nous donnent quelques points de guidage sur les résultats de la France. Si Nicolas ou Enzo veut bien le faire. Juste pour vous livrer quelques messages, parce que c'est évidemment la base du marketing territorial, c'est de connaître son marché, de connaître et de faire évoluer évidemment son produit, son territoire par rapport à ce marché. Quelques éléments sur l'origine de ces investissements. Et là, on a regardé les dernières années, l'ensemble de l'Europe. Ce qu'on observe, c'est sur la partie gauche, c'est que principalement, pour ne pas être trop long sur cette partie un peu statistique, c'est qu'on commence à voir un mouvement de transfert des investissements britanniques vers le continent européen. Les premiers effets Brexit se voient là par l'augmentation plus forte sur les dernières années du nombre de projets d'entreprises britanniques sur le continent européen, sur l'ensemble de l'Europe. On le voit aussi dans la chute, que vous ne voyez pas sur cette page, mais que je vous livre quand même, dans la chute très importante du nombre d'investissements industriels venant des États-Unis, du Japon ou d'entreprises allemandes, françaises au Royaume-Uni, en même temps que le Grand Londres reste très, très fort sur ses bases et sur ses fondamentaux, une forme de résilience londonienne plus que britannique, qui explique d'ailleurs, hein, vous l'avez vu il y a quelques instants, que le Royaume-Uni reste dans le trio de tête et ne s'affaisse pas complètement parce que 2020, c'est aussi l'année du Brexit. Vous voyez là la progression et la part de marché à gauche et la progression sur les 5 dernières années de la Chine, de l'Allemagne, le poids que représentent encore les investissements américains, et ce qui permet de voir aussi sur la partie droite d'ailleurs qu'un certain nombre d'entre eux, grandes entreprises américaines, donc là on a un renouvellement des forces et finalement des investisseurs qui viennent. Là vous avez à droite les 5 entreprises qui ont créé le plus d'emplois à capitaux étrangers, qui ont créé le plus d'emplois en Europe ces 5 dernières années. Quand on voit Bosch ou Leoni, qui sont évidemment des entreprises européennes, on est bien sûr sur de l'investissement de ces entreprises dans un autre pays européen. 50% environ de l'investissement étranger en Europe d'ailleurs est le fait d'entreprises d'origine européenne, britannique, suisse, française, italienne, allemande, etc. Amazon, évidemment, est en tête de ce classement du nombre d'emplois avec un développement absolument considérable sur l'ensemble du continent, pas seulement en France et sur nos axes logistiques. Tesla est par l'amélioration, plutôt la densification de son réseau de distribution est un autre de ces grands investisseurs, multi-investisseurs sur les dernières années. Et puis, vous voyez les historiques, notamment dans l'automobile, hein, les 3 suivants, même si Bosch est aussi dans l'électroménager, très présent d'ailleurs en Auvergne-Rhône-Alpes, Bosch, Leoni, Volkswagen, qui montrent d'ailleurs, avec Tesla, qui est dans on va dire, la nouvelle génération de l'automobile qu'on veut voir se développer en Europe, montrent le poids et la prévalence de cette industrie dans les investissements étrangers en Europe et d'ailleurs aussi en France. Si on passe sur la page suivante, quelques petites photographies, je vais essayer d'accélérer un tout petit peu Nicolas, sinon tu me fais un signe qu'il faut vraiment que j'accélère. C'est là la photographie plus sectorielle. On a aussi là un renversement des tendances assez fortes hein, sur les 5 dernières années par rapport à la décennie précédente. Près d'un tiers des investissements sont des investissements à très forte valeur ajoutée dans la transformation digitale, dans des SS2I, dans le développement logiciel, dans l'électronique. Donc
autour du digital et de l'électronique, des services aux entreprises, notamment poussés par l'externalisation croissante. Et puis, vous voyez à droite, on pourrait s'y arrêter pendant assez longtemps, là, finalement, la segmentation par fonction, qui est, de notre point de vue, un élément très important du marketing et de l'analyse des marchés potentiels, et puis aussi des types de clients et d'investisseurs que vous avez sur vos territoires, où le tissu commercial, le tissu d'organisation commerciale, les agences, les bureaux commerciaux, les sièges régionaux représentent 40% des investissements. L'industrie manufacturière, quand même, 28%. Donc, c'est un gros morceau de l'attractivité de l'Europe et de la France, un peu plus d'ailleurs, un peu plus important en France. R&D, les activités de siège et les activités de logistique étant en nombre de projets un petit peu moins important. Vous voyez là, donc là, une distribution à la fois sectorielle à gauche et fonctionnelle à droite qui nous paraît une bonne façon de voir et de comprendre les territoires, évidemment, de le faire, de l'appliquer sur chacun de vos territoires. En termes de région, Sonia a fait référence tout à l'heure au bilan de Business France dans lequel vous figurez très bien, ce qui est confirmé évidemment à gauche sur la répartition en part de marché des régions françaises sur le nombre d'investissements étrangers accueillis en 2019. Donc là, on est juste sur l'année 2019. On a toujours une domination de la région capitale, mais hors Île-de-France, évidemment Rhône-Alpes, devant les Hauts-de-France, et la région Occitanie qui s'impose comme première région hors Île-de-France et deuxième région française. Vous voyez en revanche qu'on a un classement un peu différent sur la partie droite, puisqu'on a, avec nos amis de Trendéo notamment, pu recenser les investissements d'entreprises françaises qui se réorganisent sur le territoire. Et là, on a match entre un certain nombre de grandes régions, évidemment Auvergne-Rhône-Alpes, et aussi Nouvelle-Aquitaine, vous voyez Occitanie, donc un moitié sud finalement dans lequel d'autres régions comme PACA finalement figurent un peu moins, tiré par le phénomène métropolitain et l'attractivité de grandes métropoles et de grandes agglomérations sur des implantations qui se desserrent de la région Île-de-France, puisque vous voyez en même temps que le 30% que représente Paris et la région Île-de-France pour les investissements étrangers n'est qu'un petit 20%, parce qu'il y a un effet évidemment de desserrement de la région Île-de-France, qu'on verra peut-être d'ailleurs s'accentuer, on en reparlera aussi dans quelques instants ou dans un prochain webinaire sur l'influence du télétravail, le choc économique qui va sans doute provoquer un certain nombre de desserrements de la région Île-de-France. On a une autre vue géographique peut-être avant de passer sur les préoccupations des dirigeants. À gauche, la réduction des investissements étrangers dans des sites de production. Donc là, on est sur des implantations ou des extensions. Il y en a eu 409 l'année dernière. C'est votre concurrent redoutable et néanmoins ami, bien sûr, comme on le dit, des Hauts-de-France, qui a emporté la palme cette année avec ensuite 4 régions qui font assaut d'attractivité, de compétitivité pour retenir, mais aussi attirer de nouveaux investissements industriels. On pourra venir sur les explications, si vous le souhaitez, dans vos questions et dans le débat ensuite. Et sur la R&D, on est là dans une photographie un peu différente. D'abord, le poids de l'Île-de-France est quand même, là, redevient très important et très dominant sur les investissements de R&D. Mais Auvergne-Rhône-Alpes retrouve la deuxième place des régions et la première place des régions hors Île-de-France. Vous voyez, là, avec un quart sud-est, un grand quart sud-est qui est très fort sur la R&D et une carte un peu inversée par rapport à l'investissement industriel. Et on termine sur cette partie, Nicolas, j'espère qu'elle n'est pas trop abrutissante de chiffres, de cartes, de statistiques, mais je pense que c'est important de fixer la photographie parce que c'est le marché. Peut-être pour venir, Nicolas, si on passe sur la page suivante, sur ce qu'on observe en ce moment. Est-ce que tu veux que j'enchaîne directement ? Oui, voilà, c'est de pouvoir, donc maintenant qu'on a posé un peu ce tableau avec la position d'Auvergne-Rhône-Alpes qui est finalement assez leader, que ce soit par fonction ou par nombre de projets, finalement avec cette crise qui est venue percuter l'économie et la société, quels sont les débats qui animent aujourd'hui les entreprises et les territoires sur ce sujet de l'attractivité. Donc, je te repasse la parole, Marc, sur les suivants. Avec plaisir. Alors,
On est effectivement là sur un regard rétrospectif, mais qui, encore une fois, je pense qu'il faut, non pas seulement pour se réjouir du parcours d'attractivité de la France et de ses territoires, mais aussi parce que cela fixe finalement les marchés actuels, potentiels, les entreprises présentes, les forces en présence, le niveau de concurrence par secteur, par fonction. Je vais vous restituer en quelques pages ce qui est dans la tête des dirigeants en ce moment même, issu à la fois d'une enquête qu'on a menée fin avril, début mai, sur les préoccupations des dirigeants de groupes étrangers, je reste bien sur ce périmètre d'attractivité internationale, mais aussi au travers de plusieurs conversations, webinaires, réunions que nous avons eues avec des entreprises, à peu près 200 au total, dans une multitude de secteurs, des secteurs parfois en grande crise et d'autres secteurs je dirais, qui essaient de se protéger, qui essaient de rester dans un mouvement stable. C'est un oxymore, mais en tout cas d'être en stand-by en attendant que leur marché reprenne et de retrouver une activité normale, et puis d'autres activités, d'autres secteurs qui sont relativement résilients, voire en forte croissance. C'est important, c'est que vous fixiez d'abord, c'est de vous donner ce qui, moi, me semble être un des enseignements très importants du baromètre attractivité européen et France et qui s'applique à Auvergne-Rhône-Alpes. C'est les trois grandes trajectoires que les COMEX impriment à leurs futurs investissements, à la réorganisation de leur supply chain, à l'adaptation aux nouveaux modes de travail pour les 3-4 années qui viennent. Premier enseignement, c'est que les 3-4 années qui viennent, on va dire l'horizon 2025, est d'abord très technologique. Et encore une fois, en matière d'adaptation des investissements à la nouvelle situation économique, nouvelle situation des marchés, peut-être des équilibres entre régions. Très technologique pour plusieurs raisons. La première, je vais commencer par celle-là, c'est que vous avez un certain nombre d'investissements technologiques, notamment d'automatisation, de robotisation, qui sont des investissements très porteurs de productivité, pour ne pas dire des investissements qui vont permettre d'abaisser les coûts. Et c'est ce qu'on va chercher, c'est ce que cherchent les entreprises en priorité pour 2020-2021, c'est de mener un certain nombre d'opérations et de réorganisations qui vont permettre d'économiser un certain nombre de points de renta, de retrouver un peu de rentabilité. Donc ça va avoir un effet sur l'emploi. Je dirais l'analyse des économistes n'est pas encore tout à fait claire sur l'impact emploi de l'automatisation et de la robotisation, entre une analyse finalement assez pessimiste qui est la destruction d'emplois, plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'emplois à l'échelle nationale, le transfert de ces emplois vers d'autres compétences qui demandent des besoins gros efforts de formation, mais aussi le fait qu'on va retrouver autour d'une économie de service beaucoup d'emplois qui auparavant étaient sur des chaînes de production, sur des tâches répétitives et qui vont être remplacés par ce qu'on appelle des robots, entre guillemets, qui sont en fait beaucoup de tâches automatiques ou de tâches répétitives qui sont automatisées par des logiciels ou des process robotisés. Deuxième type d'investissement technologique, c'est tout ce qui va s'adapter à l'explosion du télétravail, à l'avènement du télétravail, donc de technologies collaboratives, parce que c'est un autre phénomène accéléré par le confinement et par la période que nous vivons en ce moment. C'est le cas de ce webinaire. On est en téléprésentation, ce qui n'est pas forcément plus agréable pour nous que pour vous d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est un monde qui va demander un certain nombre d'investissements, d'adaptation, bien sûr d'organisation, mais aussi de technologie. Dans notre sujet du jour, une des adaptations que beaucoup d'agences d'attractivité ont en tête en ce moment et sur laquelle elles font des expérimentations, c'est comment on s'adapte. On adapte la prospection quand on ne peut pas ou peut faire des rendez-vous, se déplacer sur des marchés, aller au siège de ses clients, sur le territoire ou à l'extérieur. Donc ça, c'est voilà, il y a probablement beaucoup de leçons à tirer, des effets positifs et des effets très négatifs ou limitants de ces présentations par Teams, de ces webcasts et de ces réunions en télétravail. Et troisième type de technologie, donc celles qui sont nées, on va dire, de la crise très directement, autour de familles sectorielles, technologiques, de produits dont on voit qu'ils vont être en demande très forte et qui ont une forte demande d'innovation. Moi, j'ai été très frappé dans les différents webcasts qu'on a fait avec une centaine,
au total de patrons de filiales de grands groupes étrangers en France, du fait que les groupes de pharma et les groupes de grande consommation étaient ceux qui, dans l'ensemble des secteurs d'activité représentés par ces groupes, maintenaient leurs investissements et principalement des investissements très denses en innovation, très technologiques, pour ne pas dire de R&D. Et c'est donc pas seulement dans la santé, dans le médicament, dans la medtech, mais c'est aussi dans la grande conso, et puis dans un certain nombre de secteurs qui vont s'adapter aux autres grandes tendances, méga trends, que je vais présenter dans quelques instants. Et puis, n'oublions pas aussi quelques investissements technologiques qui sont côté entreprise ou côté, en tout cas, cyber, hein, puisqu'il y a eu un certain nombre de très grosses attaques, et que ces attaques, de toute façon, vont se développer, et donc la prévention des risques va demander aussi des investissements de la part des entreprises, et un certain nombre d'investissements, et une attente forte d'ailleurs des entreprises sur la digitalisation de l'action publique, la relation citoyen, et peut-être la transformation digitale plus large des territoires. Deuxième tendance très forte, évidemment, que les élections municipales ont révélé au grand jour, mais que vous sentiez sans doute chacun d'entre vous dans l'aspiration d'abord des publics convaincus, militants, peut-être un peu plus informés, puis ensuite de générations qui est plus sensibles, les jeunes générations un peu plus sensibles, une aspiration qui s'est développée donc de ces convaincus aux générations jeunes à peut-être l'ensemble de la population, qui est passée maintenant dans les modes de consommation. Et donc finalement, quand vous avez les convaincus, les générations jeunes, les citoyens, les consommateurs, les entreprises se font violence. Certaines sont tout à fait à la pointe, mais la plupart d'entre elles se font violence aujourd'hui, passent à l'acte pour adapter et faire preuve et demander aux territoires notamment de s'adapter à leurs exigences environnementales, d'être au rendez-vous de leurs engagements en matière de responsabilité sociale, d'être au rendez-vous de la réglementation. Donc là, la leçon à en tirer pour les territoires, pour chacun d'entre vous, c'est quels sont les arguments, quels sont les équipements, quelles sont les infrastructures, quelle est aussi l'adaptation peut-être dans les modes de consommation, dans le territoire au plus local, sur cette exigence environnementale qui n'est plus une option mais une obligation. La formule est maintenant consacrée pour dire que c'est une tendance qui va fortement s'accélérer. Vous voyez que plus de 50% des entreprises qu'on a interrogées nous ont dit être une des 3 grandes tendances marquant l'investissement, pas seulement leur mode de délivrance des produits et des services, mais surtout, elles vont passer au crible les sites, les territoires, les choix de localisation à cette grille environnementale multifacette, assez compliquée à décoder parfois, mais qui est très intéressante et en tout cas qui va être très présente. Et troisième tendance évidemment importante, qui va nous amener sur les pages suivantes à développer un peu plus sur la question de la relocalisation et notamment de l'industrie, c'est évidemment D'abord, je vais réaborder la question de la concurrence des plans de relance. Aujourd'hui, on voit bien que la principale point d'attention des entreprises à capitaux étrangers, pays par pays et région ou territoire par territoire, c'est finalement la reprise, la vitesse, la vivacité, la fiabilité de la reprise économique sous toutes ses formes. Et donc, en cela, incité, tiré ou nourri par les plans de relance, qui sont les plans de relance nationaux, sectoriels, régionaux. Un petit peu trop, si vous voulez mon avis, un petit peu, c'est une grosse fragmentation des plans de relance. On y verra sans doute plus clair à la fin de l'été. Et en tout cas, les entreprises à capitaux étrangers regardent cela absolument, prioritairement. Plus de 80% d'entre elles nous ont dit d'ailleurs, c'est le principal facteur de localisation pour elles. Et donc point d'attention entre les différents pays et les différents territoires. Mais il y a aussi bien sûr une adaptation des supply chains, d'abord au risque de disruption qu'on a vu se produire sur un certain nombre de fabrications, on a parlé des médicaments, des masques, mais il y a beaucoup d'autres supply chains qui ont été extrêmement perturbées, ce qui perturbe derrière évidemment les ventes et la qualité des services pour la plupart des entreprises. Et donc réorganiser, en tout cas regarder, analyser comment on redonne de la fluidité, on dérisque, je suis désolé, le néologisme est un peu moche, on dérisque les supply chains. Nicolas, je sens que tu veux... Je donne 3 minutes
Faire la Alors, ce que séquence. je te propose, c'est de passer ce slide qui est, que même moi, j'aurais du mal à décoder pour passer au suivant parce qu'il va rentrer dans un sujet qui est évidemment un sujet fort dans toutes les régions et en Auvergne-Rhône-Alpes en particulier. Si tu veux bien passer au slide suivant. Est-ce qu'on peut croire au potentiel de relocalisation? Alors, je vais vous laisser lire les quelques points que l'équipe a voulu très précisément indiquer sur ce transparent. Évidemment, il vous sera tout à fait rendu possible par la suite. On a à la fois des arguments qui plaident pour un mouvement de relocalisation, et je fais abstraction de notre volonté de voir des entreprises réinvestir en France, revenir en France, maintenir de l'emploi en France. Nos voisins ne sont pas moins attentifs, sensibles et incitatifs, voire un peu autoritaires sur la relocalisation. Donc, voilà, on n'est pas seul sur la planète France à vouloir de la relocalisation. Donc, il y a un certain nombre d'arguments qui plaident et qui permettent de laisser prévoir des relocalisations, de notre point de vue, de façon très segmentée et pas tout de suite. C'est les principaux messages de ce transparent un peu dense. Donc, les arguments, vous les connaissez bien, c'est qu'il y a cette dérisquisation des supply chains, notamment vis-à-vis de la Chine, mais pas seulement, va sans doute amener à une nouvelle organisation des supply chains mondiales pour les entreprises et les groupes qui en ont, soit chez leurs fournisseurs, soit par leurs propres implantations. Il y a des dépendances stratégiques qu'il faut évidemment tout à fait regarder. Et puis, probablement aussi un mouvement citoyen. Je ne voulais pas ironiser sur ce mouvement citoyen et en tout cas l'atténuer parce qu'on ne sait pas encore comment il va s'exprimer, mais notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, les deux exemples qu'on a choisis sont d'ailleurs les deux des 4-5 principaux exemples que la France a pu montrer ces dernières semaines, Vicat et Sanofi, qui ont tout à fait marqué, brandé leurs investissements et leurs annonces récentes sous le sceau de la relocalisation et de la volonté de Made in France. En revanche, vous avez sur la droite, et c'est notre point de vue principal et majoritaire, toutes les indications de prudence, de réserve, de limitation, peut-être de délai sur cette relocalisation, parce que les fondamentaux, non pas de la délocalisation, mais de l'investissement international, de l'investissement à l'étranger, restent très robustes. Il y a toujours une attente de low cost, et notamment en période de crise sociale et économique, on peut pas, il y a un certain nombre évidemment de produits qu'on ne peut pas voir se renchérir parce qu'ils reviendraient en Europe de l'Ouest notamment, et pourquoi pas en France, et pourquoi pas en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est d'abord ce premier passage à la paille de fer des achats des consommateurs, de la capacité à payer et évidemment du surcroît de prix quand on relocalise. Il y a une dégradation très forte de la rentabilité des entreprises. Donc là, la question est aussi une question non pas de low cost, mais de rester au meilleur coût possible, à la meilleure compétitivité. J'ajoute qu'il y a aussi des coûts projets dans la relocalisation éventuelle. Il y a aussi des engagements pris par les entreprises qui se sont implantées à l'étranger. On ne défait pas des supply chains comme ça. Et il n'y a pas de hasard si quelques 2 à 3 000 entreprises françaises sont par exemple implantées en Chine. Elles ne sont pas simplement parce que les coûts de production sont très bas, elles y sont aussi parce que c'est un marché, c'est le plus gros marché mondial aujourd'hui pour la plupart d'entre elles, avec des taux de croissance qui restent encore très robustes malgré la crise, et puis des engagements, des contreparties, des effectifs, des marchés publics, des transferts de technologie, du local content, etc., etc. Donc on ne défait pas, et dans l'immense majorité des cas, dans ce qu'on a pu regarder, la relocalisation n'est pas vécue comme un piège, mais en tout cas comme une grande complexité qu'on n'a pas forcément envie de se payer en ce moment et peut-être jamais pour les raisons fondamentales qui sont indiquées ici, d'autant plus que les fonds de gestion, les fonds de private equity qui sont au capital de beaucoup de ces entreprises vont vouloir maximiser, optimiser la rentabilité encore sur les 2-3 ans qui viennent. Néanmoins, et c'est en bas, c'est donc après avoir donné du pour, du contre, il y a quand même un arbitrage et une opinion. On pense qu'il va y avoir d'abord un premier mouvement quand même de délocalisation, donc un mouvement inverse à celui qu'on souhaiterait, notamment sur les services, sur l'externalisation de services, peut-être plus simplement dans les zones comme l'Inde ou pour les call centers, Maghreb, Sénégal, etc. Peut-être un peu plus sur l'Europe de l'Est, peut-être un petit peu plus sur des nouveaux pays émergents qui restent très attractifs.
En revanche, deuxième point, sur des activités à fort contenu industriel et d'automatisation industrielle, avec de la fabrication additive par exemple, on voit qu'il y a un potentiel de relocalisation. Les deux exemples, Sanofi et Vicat, sont tout à fait éclairants de ce point de vue-là. Et quelques productions stratégiques, évidemment, qui vont pouvoir se relocaliser. Donc, je sais que voilà, vous avez vous-même, dans l'ensemble des conversations qu'on a en revanche avec les acteurs des territoires, vous essayez un peu de casser l'ardeur ou les déclarations des élus là-dessus, parce que c'est un argument qu'on peut entendre, mais ensuite il faut l'actionner, il faut être capable de répondre à ces exigences peut-être un peu politiques. Je ne dis pas qu'elles sont fausses, mais en tout cas qu'elles ne sont peut-être pas à la hauteur de la voix et de la portée qu'elles ont en ce moment, notamment dans les médias. Deuxième et dernier sujet, Nicolas, puis je m'arrêterai là pour cette longue présentation. Vivement qu'on se retrouve en live, comme le disait Cécilia tout à l'heure, parce que c'est quand même plus facile quand il y a possibilité de poser des questions, de voir un peu les réactions. Dernier point, je voudrais insister, on voulait insister avec Nicolas et l'équipe sur la forte capacité industrielle de la France et d'Auvergne-Rhône-Alpes en particulier. C'est pas contradictoire avec ce que je viens de dire sur la réserve en matière de relocalisation, de reshoring. C'est simplement le constat que la France a trouvé un modèle économique sur un certain nombre de familles industrielles et que tout n'est pas effacé par la crise. Tout n'est pas remis en cause par cette urgence sur les liquidités, retrouver des marchés, dérisquer les supply chains, automatiser, investir. Il y a encore un gros potentiel industriel sur une industrie très différente. Peut-être que nos témoins nous en parleront dans quelques secondes. Et notamment, vous le voyez, une vraie force des grandes régions françaises, Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Grand Est, qui s'affiche parmi les grandes régions en nombre d'investissements directs étrangers de production. C'est souvent une surprise pour les observateurs distants, mais pour vous qui le savez, je pense qu'il faut travailler la matière industrielle, il faut la travailler avec de nouveaux arguments, avec des arguments qu'il faut parfois, et j'insisterai, je terminerai là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce transparent aussi, notamment sur le contenu technologique de ces investissements industriels, qui est pour moi l'argument principal qui doit irradier ensuite sur tous les moyens de formation, d'équipement, d'infrastructure, les pôles de compétitivité, les clusters qui aident aussi à faire des projets technologiques ensemble. Mais principalement, et ça sera mon dernier message, il faut être aujourd'hui, plus que jamais, en hyper proximité de ces industriels, notamment PMI et ETI. Et parmi les groupes à capitaux étrangers, il y a beaucoup de situations d'ETI et de PMI. Il n'y a pas que des GE, des Siemens, des Coca-Cola. Il y a beaucoup, et majoritairement des PMI et des ETI. Il faut être en très grande proximité d'elles sur vos territoires. C'est le message que je peux vous confirmer par l'observation qu'on en a dans un certain nombre de situations d'accompagnement, côté entreprise ou côté territoire, parce que la période d'aujourd'hui, précisément début juillet, le mois de juillet, le mois d'août, c'est une période d'intense arbitrage, je le disais tout à l'heure, arbitrage entre investissement possible, je l'ai dit, plutôt technologique, plutôt sur du long terme, stand-by pour la plupart des entreprises, je me mets en pause, je suis dans des mécanismes d'amortissement de cette pause, activité partielle, dont on sort progressivement et heureusement, mais aussi un certain nombre de mécanismes d'amortissement financier comme les prêts garantis de l'État ou la recapitalisation par des fonds sectoriels, etc. Et puis vous avez une troisième situation qui va malheureusement ouvrir aussi une vague de restructuration, de désinvestissement. Et là, donc, le message principal, c'est que vous êtes en ce moment sans doute à quelques mètres ou à quelques kilomètres de patrons de sites industriels ou de patrons de filiales qui sont implantés sur vos territoires, qui sont en défaut d'arguments, qui sont attaqués, sollicités, aiguillonnés tous les jours, tous les matins, tous les soirs, par leur DAF, qui évidemment n'est pas basé en France, par des task force plutôt financières, par des consultants cruels et agressifs qui veulent du résultat. Et donc, ils sont en défense de leur site pour de très bonnes raisons, mais souvent en manquant d'arguments sur les investissements du territoire, le potentiel de cette très grande région pays qui est Auvergne-Rhône-Alpes,
sur la présence de clusters qui va permettre aussi d'être des amortisseurs et des accompagnateurs de deuxième période de crise. Donc, il faut que vous soyez en hyper proximité des dizaines et des centaines d'entreprises industrielles basées sur le territoire, traiter ces entreprises comme si c'était vos meilleurs prospects, et je dirais presque être plutôt sur cette phase de rétention, de confiance, d'assurance, d'argumentation, qu'en phase de prospection active, parce que l'urgence, elle est là, elle n'est pas négative sur la totalité, et il est important d'être sur ce terrain de jeu local pour les semaines et les mois qui viennent. Voilà, je m'arrête là, Nicolas, et je te redonne la parole. Merci beaucoup, Marc, pour ces éléments de réflexion. On va pouvoir accueillir notre premier témoin, donc Adrien Nivoliez. Vous êtes le président de Biosindustries, une entreprise de 160 personnes qui est basée à Aurillac. Vous êtes le leader mondial de la thérapie par le microbiote. Et peut-être une première question, en final, 2 questions en une, hein, c'est déjà de nous expliquer exactement en quoi consiste l'activité de votre entreprise, mais aussi de nous donner les axes de développement de votre entreprise et de commencer à décrypter comment la crise a pu impacter cette stratégie de développement. Est-ce qu'elle l'a complètement freinée ou à l'inverse, est-ce qu'elle a généré de nouvelles opportunités? Donc voilà pour cette première double question à laquelle je vous laisse répondre. Bonjour, merci. Donc Adrien Nivoliez, oui, donc je suis le président de Biosindustries. Donc comme vous l'avez dit, Biosindustries, c'est une PME pharmaceutique basée à Aurillac qui travaille sur la bioproduction, qui travaille sur les biothérapies. Alors c'est les sujets qui sont mis en lumière en ce moment avec le Covid, le besoin de pouvoir assurer des fabrications. Le cœur de métier de la société, c'est d'être une société qui fait de la prestation de services pour des opérations de développement et de production pharmaceutique pour traiter des pathologies. Notre cœur de métier, c'est la thérapie par le microbiote, c'est-à-dire le microbiote, c'est toutes les bactéries qui nous habitent, et les sociétés viennent nous voir parce qu'elles ont découvert des nouvelles bactéries, elles sont persuadées de l'efficacité de leurs bactéries et elles ont besoin de les transformer en médicaments. Il y a une nouvelle médecine qui est en train de s'ouvrir et du coup des paradigmes de traitement. On estime que 90% des pathologies vont avoir un lien direct ou indirect avec le microbiote. Alors la société, c'est une vieille société parce qu'elle a été créée dans les années 50. C'était une CMO, c'est-à-dire que c'était une société qui avait développé sa propre souche qu'elle commercialisait dans le monde entier, tout le temps en activité de B2B, on n'est pas en activité directement avec les consommateurs. Il y a 4 ans, on a pris la décision de développer, en plus de cette activité de CMO, une activité de CDMO, parce qu'au cours des 10 années d'avant, on avait développé une très forte expertise de process pour stabiliser des souches industrielles et faire qu'on était capable de passer d'une bactérie dans un tube à essai à un produit qu'on pouvait administrer à l'homme avec des bactéries qui étaient stabilisées, des ingrédients qui étaient sécurisés et qui permettaient d'apporter cette biologie. Donc notre cœur de métier, c'est vraiment la bioproduction, donc un site industriel qu'on a à Aurillac. On est actuellement leader mondial sur le marché du microbiote pour cet accompagnement de production, en sachant que c'est une toute petite niche, mais ce qu'on observe au cours des 10 dernières années, c'est que cette niche est en train de grandir et d'exploser. Et il y avait les traitements historiques qui étaient là pour traiter la diarrhée, pour traiter les infections vaginales, mais maintenant on touche énormément de pathologies qui vont être le système nerveux central, l'autisme, des traitements anticancéreux, des traitements qui vont toucher l'immunité et des traitements aussi qui vont accompagner le Covid par exemple. Et nous, on a eu des clients qui sont venus nous voir en nous disant de mettre en place des productions spécifiques pour initier des projets cliniques en lien avec le traitement du Covid. Donc là, je pense qu'il y a un vrai domaine qui est en train de se créer. Et l'objectif de la société, sa vision, c'est de structurer la filière de la CDMO dédiée à ces prokaryotes, à ces micro-organismes, c'est-à-dire ces cellules, ces bactéries unicellulaires qui sont à notre champ. C'est-à-dire qu'il y a énormément de projets qui ont été drainés, développés sur la thérapie cellulaire avec des êtres eucaryotes. Et nous, notre champ, c'est celui des prokaryotes, dans lequel on va
pouvoir structurer la filière. Nos clients sont au niveau mondial. Notre activité est essentiellement en France, là actuellement, en termes de société de production. Par contre, on rayonne vraiment au niveau du monde entier sur notre structure, ce qui fait qu'on est passé de 60 personnes à 160 personnes en 3 ans, qu'on investit 30 millions d'euros sur la société et qu'on est accompagné aussi par la région pour assurer l'ensemble de ces développements-là. Par rapport à l'impact du Covid, alors il y a plusieurs facettes qui peuvent être vues sur cet impact-là. Le premier a été de la gestion de l'entreprise, comment on a pu mettre en place la continuité d'activité dans toute cette période-là, notamment dans les 15 premiers jours où la France s'est arrêtée sur beaucoup de ses activités, mais des entreprises pharmaceutiques, des entreprises agroalimentaires ont dû continuer à travailler. Et donc, quelles sont toutes les mesures qu'on a mises en place pour assurer cette continuité, sachant que nous, on avait quand même l'avantage d'être dans une industrie qui a l'habitude d'être avec des masques, avec des surblouses, avec des charlottes, qui a l'habitude de au fort niveau d'hygiène qui est demandé à l'ensemble des salariés. Mais il y a eu vraiment une période assez difficile quand même de gestion, et puis difficile aussi avec toutes les inquiétudes de disponibilité des matières premières qui nous permettaient de continuer nos opérations de production. Et ça, on a réussi à la passer avec un taux d'absentéisme assez faible sur le site. La chance aussi, je pense, d'être dans un territoire qui n'est pas, pour le coup, Paris, par exemple, et donc dans lequel les mouvements, le niveau de contamination était plus faible et plus gérable. En termes industriels et en termes clients, nous, on a vraiment deux activités. Une activité de CMO, donc de la production de produits qui sont commercialisés dans le monde entier, et une activité de CDO, donc de développement et de production de l'eau clinique. Sur l'activité de CMO, on était dans des cycles dans lesquels les produits étaient déjà en commande, étaient dans le cycle, donc on a pu les maintenir. Là, ce qui risque de se passer, c'est que potentiellement, on va quand même avoir un ralentissement sur le deuxième semestre de l'année en termes de sortie produits, étant donné que les produits se retrouvent dans les pharmacies. Il y a eu quand même toute une période où les gens sont moins allés à la fin des pharmacies. Et donc un impact direct certainement sur nos ventes qui va arriver sur le deuxième semestre. Et sur l'activité CDO, là on est sur des projets qui sont des projets très structurants avec des gens qui se sont financés sur des longues périodes. Et donc là ça a eu assez peu d'impact vis-à-vis de nos activités, étant donné que les gens c'était dans la projection déjà du développement et de la production des lots cliniques. Donc vous faites, après ce que vous venez de nous décrire, vous faites partie de ces entreprises que Marc décrivait précédemment comme les pépites dans les territoires, hein, que vos interlocuteurs côté collectivité qui accompagnent l'attractivité ont à cœur de chouchouter, d'accompagner. Qu'est-ce que vous pourriez attendre justement du territoire? Alors là, je parle un peu à tous les niveaux, hein, que ce soit l'agglomération, la région, voire même l'État. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de la part de ces acteurs-là pour continuer d'accompagner votre développement? Alors, quand on parle de l'attractivité, d'une manière générale, il va y avoir plusieurs pôles d'attractivité qui vont se mettre en place. L'attractivité de l'entreprise, c'est quelle est sa vision, sa mission, ses capacités d'accueil qu'elle va retrouver. Mais pour attirer ça, pour attirer des talents, pour attirer et mettre en œuvre de la R&D, favoriser des collaborations, il y a aussi toute l'attractivité du financement et l'attractivité du territoire qui va être importante. Et nous, moi en tant que dirigeant de société, ce que j'attends de la région, c'est nous accompagner très fortement sur l'attractivité vis-à-vis du financement, comment on peut être aidé sur ces éléments de financement, comment on peut être soutenu, et aussi comment elle va structurer l'attractivité du territoire, aussi bien en termes de mobilité que de télétravail, que de résidence, que d'école. Pour vous donner quelques exemples, nous on a recruté plus d'une trentaine de personnes depuis le début de l'année, et certaines de ces personnes viennent travailler 2-3 jours sur le site, notamment avec les conditions dans lesquelles on a eu. Et pour ça, on a besoin de les accueillir. Alors bien sûr, il y a des hôtels où elles peuvent aller, mais il y a aussi, et il devrait y avoir des structures un peu plus alternatives où on peut loger des cadres qui arrivent pour 2 jours, 3 jours, dans lesquels on a une chambre établie. Et donc comment aussi on arrive à créer un contexte d'accueil qui soit agréable et favorable, et qui va aussi après sur l'offre des restaurants, sur l'offre culturelle qu'il va y avoir autour, et qui va permettre aussi de rendre attractif le territoire dans sa dynamique globale. Et ça, c'est des points où on attend, nous, des réponses, et on attend des actions des collectivités pour nous accompagner dans cette attractivité. Deuxième exemple, hein, c'est les écoles, par exemple. Dans un territoire comme Aurillac,
Nous, on fait venir des gens qui sont souvent binationaux, qui ont souvent des cultures et qui se posent la question en disant, nous, on est intéressé par le projet, on a une attractivité vis-à-vis de votre volonté de développer cette société, développer ces solutions thérapeutiques. Maintenant, on a nos enfants qui arrivent aussi. Quelle est l'offre scolaire qu'on va retrouver? Est-ce qu'on a des formations bilan qui peuvent exister? Quelles sont les offres des écoles? Et ça aussi, c'est des éléments clés sur lesquels on attend un accompagnement, parce que nous, on ne va pas définir l'offre scolaire qui tourne autour, mais l'offre scolaire, elle est très regardée par les gens qui viennent s'installer dans les territoires qui sont vus comme des territoires plus tournés campagne en province, que ça peut être à Lyon ou que ça peut être à Paris. Très bien, merci beaucoup Adrien. On voit le dialogue qui peut s'enclencher entre les entreprises et le territoire justement pour une attractivité un peu plus globale. Sur la troisième séquence, finalement, on va essayer d'en tirer quelques leçons. Et une première approche serait de pouvoir dresser le profil du territoire attractif de demain. Alors chez EY, on a commencé à structurer cette réflexion-là et articuler ce profil autour de 3 grandes dimensions. Une première dimension qui est autour du viable, où là, on va se concentrer sur le volet économique, avec les territoires qui sont moteurs de la croissance de l'économie mondiale. Et quand je parle de territoire, c'est bien les métropoles, les territoires peut-être plus ruraux. C'est aussi dans tous ces espaces que se réalise l'investissement, l'innovation. Donc, c'est important d'avoir cette vue globale. C'est aussi la nouvelle économie qui est drivée par l'innovation. Cette innovation qui est finalement le fruit des sciences, du savoir, des nouvelles technologies qui sont développées par les compétences. C'est aussi une économie vivante qui sait être résiliente, et on le voit tout à fait avec la crise que l'on vient de connaître, c'est sa capacité à s'adapter aux différents chocs, qu'ils soient sanitaires, qu'ils soient financiers ou géopolitiques. On a tout connu là en 2-3 ans, donc on commence à être rodé. Et puis sur ce volet du viable, c'est aussi comment on structure le dialogue entre les territoires métropolitains, les territoires périurbains et les territoires ruraux, en jouant plutôt la complémentarité que l'opposition entre ces 2 espaces qui pour chacun ont des cartes à jouer et une attractivité qui finalement peut se décliner sur ces différentes échelles. Une deuxième approche qui est celle du territoire vivable, où là on va se préoccuper davantage de l'écosystème du territoire et faire en sorte qu'il devienne soutenable et durable. Donc un premier axe qui est déjà enclenché, qui est celui de la désartificialisation et qui vient percuter la manière dont on va penser l'offre foncière et immobilière demain qui sera développée sur les territoires. Des contraintes qui sont d'un côté réglementaires pour limiter l'artificialisation, mais qui sont aussi qui commencent à être intégrées par les entreprises et les développeurs. On a cet engagement nécessaire pour une meilleure intégration des problématiques environnementales et écologiques, à la fois sur le territoire, mais au sein des entreprises, qui en font vraiment un élément de logiciel dans leur stratégie, bien plus qu'une vitrine ou qu'une façade. Et puis, à l'échelle de ce territoire, c'est la manière dont on s'organise pour une gestion un peu plus durable des ressources, la décarbonation et les mobilités douces. Un troisième axe qui est autour alors on a appelé ça le territoire vivant, des territoires inclusifs et attractifs, et qui touche là l'attractivité résidentielle. Ça fait le lien avec ce que vous disiez aussi, Adrien, juste avant. C'est les entreprises vont chercher des espaces, vont proposer des espaces de travail à leurs collaborateurs, qu'ils soient en présentiel ou à distance, mais des espaces qui soient confortables, vivants, agréables à vivre et une qualité de vie au travail qui soit forte. Mais c'est aussi de s'inscrire dans des territoires qui vont mettre en avant la diversité, qui va être source de créativité et qui va permettre à tout un chacun de s'épanouir. Cette dimension d'inclusif
et de diversité sont vraiment des éléments structurants pour l'attractivité résidentielle. Et puis enfin, tout ce qu'on va pouvoir offrir aux collaborateurs sur le territoire, sur des espaces publics sportifs, des espaces verts, des infrastructures de soins, tout ce qui va permettre la qualité de vie en dehors du travail vont être aussi déterminants dans les choix d'investissement des investisseurs demain. Alors sur la page suivante, sans rentrer dans le détail puisqu'il nous reste un peu moins de temps et qu'on veut aussi laisser la parole à Mourad Ader de Valence Aglo, on a collecté finalement et travaillé tout ce qui peut être entrepris par les territoires dans 3 grandes séquences. Une première sur la gestion de l'immédiat après-crise et finalement qui est presque derrière nous. Et vous, territoire, vous avez déjà bien balayé ces différents chantiers sur les urgences, sur les besoins d'intervention, sur la sécurité. C'est presque derrière nous, même s'il faut continuer de faire vivre ces plans de gestion de crise. On va plutôt se concentrer sur le next, c'est-à-dire tout ce qui va pouvoir être entrepris à partir de demain et sur l'automne et le début de l'année 2021 pour accompagner la reprise et l'activité économique, stimuler la consommation et l'investissement, parce que la finalité dans tout ça, et au-delà des dispositifs qui ont pu être mis en place par l'État, c'est bien de préserver l'emploi dans tous les territoires. Alors pour cela, il y a déjà un premier travail de ciblage, à la fois un ciblage sectoriel, mais aussi par profil d'entreprise. Et ce que disait Marc à la fin de son intervention sur la priorité donnée aux entreprises plutôt PMI, ETI qui sont déjà sur le territoire, qui ont des projets de développement, à avoir un dialogue très rapproché avec ces acteurs-là. Il faut garder la logique opportuniste et proactive quand il y a de l'investissement sur quelques filières qui vont garder de la dynamique, comme la santé, le e-commerce ou l'industrie agroalimentaire. Il faut jouer la carte lorsqu'elle peut être jouée. Il faut protéger aussi les actifs sur les territoires qui ont subi fortement la crise et qui vont être dépréciés. Donc les protéger et les prémunir sur les prédations de différents fonds qui pourraient saisir de la technologie, de l'emploi et impacter fortement le territoire. Et puis un volet qui est un peu plus, qui n'est pas forcément maîtrisé à l'échelle locale, enfin en tout cas moindrement sur la fiscalité pour préserver cette compétitivité. Et puis l'autre séquence, ce sera peut-être l'occasion d'un autre webinaire, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui est celle du Beyond, c'est-à-dire à partir de l'année prochaine, finalement comment on va construire de nouveaux modèles de développement, de nouveaux modèles d'attractivité, en tenant compte des aspirations des entreprises et des talents qui sont le capital humain des entreprises, mais aussi des filières. On est aujourd'hui sur nos grandes filières automobiles, aéronautiques, sur la gestion de crise. Il faut très vite qu'on passe sur les projets structurants qui vont permettre de générer de l'emploi demain. Donc, on a beaucoup parlé de l'avion vert, de la pile à combustible dans les véhicules. Ces sujets-là qui peuvent générer de l'emploi demain, il faut pouvoir les activer rapidement. Je ne m'étalerai pas davantage sur cette partie. Je vais passer la parole tout de suite à Mourad Ader, qui est notre second témoin. Et vous êtes, Mourad, le directeur du développement économique pour Valence Romand Agglomération, qui est la 5e agglomération de la région. C'est une jeune collectivité de 220 000 habitants. Et lorsqu'on a échangé pour préparer le webinaire, ce qui ressortait, ce qui marquait particulièrement le territoire de Valence Romand Agglomération, c'est ce profil un peu rurbain. Et peut-être pour démarrer, Mourad, si vous pouviez définir la stratégie d'attractivité de Valence Romand, qu'est-ce que vous pourriez dire en quelques mots et étendre la question sur comment la crise, justement, a joué sur cette stratégie d'attractivité et sur les projets d'investissement que demain vous allez tenter de capter. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. La stratégie d'attractivité de Valence Romand Agglo a pour objectif en fait de créer et de conforter un écosystème
un écosystème qui soit effectivement agile, puisque vous l'avez dit, hein, on est un territoire interstitiel. Nous ne sommes pas une métropole, nous ne sommes pas un territoire rural. Et l'idée, c'est vraiment de valoriser la taille moyenne comme étant finalement un avantage comparatif qui vient s'inscrire en complémentarité des métropoles notamment. L'idée, c'est de promouvoir en fait l'agilité. Cette agilité, elle est au service des entreprises. L'idée, c'est de dire que notre territoire a la taille critique en termes d'infrastructure, en termes de foncier à vocation économique, mais c'est également un territoire où les gens se parlent et où la notion de réseau est fondamentale. Et le réseau, pour un chef d'entreprise, c'est quelque chose qui nous semble être très important. On s'appuie sur des DAS, hein, des domaines d'activité stratégique qu'on a identifiés et sur lesquels on souhaite capitaliser. Nos DAS, c'est la sous-traitance industrielle, c'est l'agroalimentaire, c'est la maroquinerie de luxe, ce sont les industries créatives. Et quand on arrive à bien identifier ces domaines d'activité stratégique, c'est relativement simple ensuite de capitaliser une image, de créer une image, de la renforcer et ensuite d'aller éventuellement chercher des entreprises et également d'accompagner les entreprises qui sont sur place. Donc, je vais rapidement parler de la question du foncier. Hein. Peut-être que l'avantage que les territoires interstitiels peuvent avoir par rapport aux métropoles, c'est effectivement la question du foncier. Mais ce foncier, il devient de plus en plus rare. Vous l'avez évoqué avec la question du zéro artificialisation. Et il faut avoir une gestion intelligente, c'est-à-dire pouvoir anticiper la venue d'activités, notamment industrielles, sur notre territoire, mais en préservant des équilibres, puisque l'ADN du territoire, c'est effectivement la coexistence d'espaces naturels, la présence de l'agriculture, notamment dans une perspective de circuits courts. Donc on est dans une gestion fine des équilibres pour faire que ce territoire reste un territoire accueillant, où la mobilité est une force, où la question de l'espace est mieux gérée, il y a moins de contraintes de ce point de vue-là. Je voudrais juste rajouter un mot, hein, c'est la notion de travail en réseau. Il est important de travailler également avec les villes, et j'ai été sensible à ce qui a été dit par Adrien sur effectivement on va chercher des entreprises, mais on va également chercher des familles. Et la question de l'attractivité des villes avec du service, de l'offre culturelle, la question des écoles, elle est essentielle. Et le territoire doit s'appuyer sur des communes fortes, doit également s'appuyer sur une région forte et sur ses métropoles. Et c'est, à mon sens, de cette manière-là qu'on peut aller de l'avant et avancer et faire avancer le territoire. Alors, merci pour ces premiers éléments de réponse. Je rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions dans le volet et qui peuvent être adressées à tous les intervenants. Peut-être, Mourad, pour prolonger ce que vous venez de dire, donc là, il y a une phase de déconfinement qui est maintenant passée. Est-ce que vous observez une reprise de l'investissement sur votre territoire? Est-ce qu'il y a des projets qui commencent à revenir? Et si je vais un petit peu plus loin, c'est dans ce nouveau contexte qu'on s'est attaché à décrire, qu'est-ce qu'un territoire comme le vôtre va mettre en avant comme atout et de quelles armes vous disposez pour renforcer votre activité, justement? Alors, ce qu'on peut constater, c'est que les projets qui avaient été mis en stand-by repartent bien. Par contre, ce qui aujourd'hui nous interroge, c'est l'avenir. Et vous l'avez évoqué, la question du télétravail aujourd'hui est une question prégnante, notamment pour accueillir des projets à vocation tertiaire. Aujourd'hui, on constate que les opérateurs sont dans une situation d'attentisme. Et aujourd'hui, on a du mal à anticiper et à lire ce que sera effectivement la conjoncture alors en fin d'année 2020 et surtout en début 2021. Il y a également la question de la relocalisation. Je trouve que vous avez un prisme assez fin et assez
modérée. C'est-à-dire qu'effectivement, ça va sans doute, j'espère, générer des opportunités, mais il va y avoir de fortes contraintes sur les acteurs, notamment de l'industrie. Nous, on constate, par exemple, sur l'aéronautique et la sous-traitance, que les projets sont à l'arrêt. Donc, ce que nous, on va proposer à notre nouvelle mandature, c'est effectivement d'être encore plus à l'écoute des entreprises du territoire, essayer de détecter les signes faibles, continuer et sans doute accélérer la transition numérique, accélérer la transition écologique. Aujourd'hui, aller dans l'expérimentation et montrer effectivement la capacité du territoire à être résilient et accompagner la résilience des entreprises par rapport à l'incertitude économique qui se dessine dans les semaines, dans les mois qui viennent. Très bien. Alors, on a une seconde question. Je vous propose qu'on démarre la séquence sur les questions-réponses. Peut-être pour vous, Sonia, sur les arguments d'investissement de la région que vous pensez mettre en avant pour faire suite à la crise. Donc, une question assez large. Quels sont les arguments qui sont peut-être déjà travaillés et qui seront proposés au marché demain? Alors, sur l'argumentaire, je dirais, général de la région, concernant son écosystème, son attractivité globale, ça, on ne va pas, ça va, enfin, je veux dire, on va conserver évidemment tout ça. Ce qui est important, c'est de pouvoir, je pense, justement, répondre aussi au travers du plan de relance de la région. Qui est en construction aujourd'hui et qui devrait nous permettre justement, que ce soit sur la relocalisation, on en parlait tout à l'heure, ou l'attraction en fait d'investissement sur le territoire, sur certains secteurs, ou ce dont je parlais tout à l'heure, le suivi des entreprises et la façon dont on peut mieux les accompagner par rapport aux difficultés qu'elles vont rencontrer. Tout ça, ça inclut dans le plan de relance, et tout ça, ça va nous permettre d'avoir des outils qui vont pouvoir répondre justement aux difficultés et aux problématiques ou aux opportunités d'investissement. Merci. Alors peut-être une dernière question, sauf si d'autres arrivent dans le fil. Je vous rappelle, dans le bandeau horizontal que vous avez en bas de votre écran, vous avez deux petits signes avec un point d'interrogation sur lequel vous pouvez cliquer et poser vos questions. Une question pour Adrien. On parle de recomposition des chaînes de valeur, des chaînes de distribution. Est-ce que vous avez des échanges avec soit vos fournisseurs, soit vos clients, de projets de localisation, de rapprochement avec votre site, ou est-ce que c'est des choses qui ne sont pas du tout traitées dans vos différents échanges? Non, c'est des sujets qui sont très peu traités là actuellement dans les différents échanges qu'on a. Après, nous, on a quand même beaucoup de nos fournisseurs qui sont déjà en Europe. On a très peu de fournisseurs qui sont en Asie ou aux États-Unis. On a fait le choix, quand on pouvait, de déjà sélectionner des fournisseurs qui étaient plus proches de nous, étant donné que dans notre secteur, on a l'obligation après d'aller les auditer, de contrôler leurs opérations. Donc le niveau d'exigence de qualité qui est demandé fait que la proximité est quand même un critère qui était déjà retenu dans nos choix historiquement. Et ce qui fait que on n'a pas eu la difficulté, par exemple, d'approvisionnement de la Chine sur la période du Covid. Et par contre, moi, à titre personnel, je n'ai pas entendu nos fournisseurs nous dire qu'ils allaient refavoriser une réimplantation très locale sur chacun des territoires pour pouvoir se positionner. Après, juste pour l'étendre, inversement, voyez, nous, un des effets du Covid, on avait l'objectif de mettre en place un bureau aux États-Unis, à Boston, et les difficultés de déplacement, la proximité, le besoin de proximité avec les clients fait que les deux points que vous redonniez à un moment donné dans la discussion, on a réaccéléré tout le travail de digitalisation sur la communication, sur
la gestion de la prospection que vous pouvez en faire, mais aussi du coup la relocalisation de postes de management de projet directement dans les territoires pour avoir une proximité avec les clients. Merci. On a une autre question pour vous, Adrien. Donc Biose est présent sur Aurillac, mais aussi sur Clermont-Ferrand. Et la question, c'est quel est l'équilibre entre les deux sites? Est-ce que la présence métropolitaine est indispensable pour vous pour attirer les talents? Non, alors elle n'est pas du tout. Pour donner un point d'actualité, en fait, le site de Clermont-Ferrand en tant que Biose n'a pas été conservé. Là, on vient de faire un rapprochement et on ne conserve que nos activités sur le site d'Aurillac. On a après un tout petit bureau à Paris, mais à Clermont-Ferrand, en fait, du coup, il y a plus de personnes et plus d'activités qui est portée directement par Biose. L'ensemble de l'activité de Biose Industrie est vraiment portée sur le site d'Aurillac. D'accord. Et votre présence à Paris, c'est la finalité, je pense que c'est une structure légère et c'est pour vous permettre d'échanger avec les clients, c'est ça? C'est ça, et c'est même en fait un de nos salariés est basé à Paris, qui fait du business développement. Donc lui, il est dans une fonction de télétravail, donc il a un tout petit bureau de travail. Et après, en termes de travail, on utilise aussi très très régulièrement les bureaux qui sont mis à disposition par la région et qui nous permettent de recevoir des clients directement dans ces locaux-là qui sont bien plus adaptés et nous évitent d'avoir à investir dans une structure. Donc, dans les interactions. Ça permet de passer le message au territoire qu'ils peuvent proposer à leurs entreprises d'avoir cette base parisienne lorsqu'ils en ont besoin. Exactement, et c'est très 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 agréable de pouvoir s'y rendre, de pouvoir recevoir des clients dedans, voilà, et ça enlève beaucoup de problèmes de gestion pour une entreprise comme nous qui est basée à Aurillac. Très bien, écoutez, on va essayer de tenir le timing. Il nous restait, merci à tous nos témoins d'être intervenus. Merci à tous les participants. Il y a peut-être un dernier point pour essayer de voir comment vous avez perçu ce webinaire. On va vous proposer un petit sondage. Donc, le processus s'affiche. Vous allez vous connecter sur le lien qui s'affiche, donc sur menti.com. Vous allez rentrer le code barre de droite dans la barre d'accès de Menti. Je vais faire doucement pour que tout le monde puisse le faire. Tu me dis. Donc, vous rentrez le code. Et la première question s'affiche. Donc, pensez-vous que le format était pertinent pour la présentation de ce webinaire plutôt que le format en présentiel? Donc, une réponse oui ou non. Et si vous souhaitez donner une justification, c'est bienvenu. Et ensuite, vous envoyez la réponse. On va laisser le temps à tout le monde de répondre. Et la question suivante arrivera. Une douzaine de répondants. On peut passer à la suivante. Et donc là, la question, c'est de vous proposer des thématiques pour un prochain webinaire. Donc, vous avez un menu déroulant pour choisir les différentes thématiques qu'on vous propose.
L'attractivité industrielle, on en a un petit peu parlé aujourd'hui, mais c'est un vaste sujet et d'en reparler à l'automne, ça pourra être l'occasion de reprendre la température. Localisation, relocalisation, délocalisation. Le sujet de la recomposition des chaînes de valeur et de l'impact sur l'attractivité. L'immobilier et le foncier de demain. La résilience des territoires et puis le pendant de l'attractivité industrielle, c'est-à-dire l'attractivité tertiaire. Et vous pouvez en proposer 2. Et ensuite, vous validez. Donc, pour vous laisser le temps de répondre, Sonia, je vais peut-être vous redonner la parole pour conclure ce webinaire. Oui. Oui, merci, merci Nicolas. Vous remerciez tous d'avoir accepté notre invitation. Remercier les participants, les intervenants, Mourad et puis Adrien. Vous aussi Nicolas et Marc, et vous proposer, alors moi vous proposer pas les résultats là, mais l'idée c'était en effet de vous proposer comme on vous l'avait indiqué au tout début de ce webinaire, d'engager en fait ces rendez-vous un peu récurrents et de se donner rendez-vous si le format vous convient, donc à l'automne, à partir d'un thème que vous êtes en train de choisir, de sélectionner. On pensait que c'était une façon plus simple, en effet, plus facile peut-être de nous réunir plutôt que de le faire systématiquement en présentiel. Voilà. Vous rappelez également, comme vous le disiez, Cécilia, tout à l'heure en intro, que nous avons donc des antennes dans chacun des départements et que dans chacun de ces départements, donc, nous avons des correspondants Invest, attractivité, et que nous sommes vraiment à votre disposition et que l'on est tout à fait, voilà, pour à la fois renforcer nos liens, retravailler, continuer à poursuivre nos échanges sur nos métiers de l'attractivité. Voilà, donc on est à votre disposition, je suis à votre disposition. Et puis, je ne sais pas si Nicolas, vous avez du coup le résultat du sondage, mais voilà, sachez que l'idée, c'est de vous donner donc rendez-vous, que ces rendez-vous deviennent récurrents et de vous proposer à chaque fois d'aborder un thème d'intérêt autour des sujets d'attractivité du territoire. J'ai quelqu'un qui me dit qu'il n'arrive pas à valider. Je ne sais pas si oui, c'est... alors, ouais. on a les réponses. Hein. Donc, la première thématique qui ressort, c'est localisation, relocalisation, délocalisation. Le second, c'est l'attractivité industrielle. Ensuite, l'immobilier et le foncier de demain. La résilience des territoires, l'attractivité tertiaire et la recomposition des chaînes de valeur. Donc, il y a un trio de têtes dans lequel on choisira la thématique du prochain entre localisation, relocalisation, délocalisation, l'industriel et puis l'immobilier et le foncier de demain. Parfait. Okay. Voilà, écoutez, merci à tous, bonne journée et au plaisir de vous retrouver à d'autres occasions. Merci, au revoir. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.